Madame, Monsieur, bonsoir. 32 000 CNIB à renouveler dans le centre-est. L'ONI lance une vaste campagne pour compter du 20 février. Pour les échéances électorales, il faudra se munir de ce précieux sésame pour avoir une voix qui compte. Détail dans un instant. Ma part de vérité ou la version des faits de Jean-Baptiste Ouedraogo sur ce qui s'est passé entre 1982 et 1984. Le mémoire de l'ancien chef d'État se décline dans des dimensions politico-militaires, littéraires et documentaires. L'ouvrage vise aussi à rompre la dictature du mensonge et rappeler que Thomas Sankara n'était qu'un homme. Propos de l'auteur et détails de l'ouvrage à suivre dans ce journal. 24 janvier, journée internationale du sport féminin. Individuellement ou en groupe, les femmes burkinabées s'y mettent de plus en plus. Question de santé ou soucis esthétiques, toutes les raisons sont évoquées. Mesdames, nous serons avec vous du côté de Bobo Dioulasso pour un état des lieux de la pratique. Il est le premier président américain à participer à une marche contre l'avortement. Donald Trump donne un signal fort à son électorat conservateur et ce, après avoir nommé 2 juges hostiles à l'IVG à la Cour suprême. Cette dernière est attendue dans sa décision en mars sur la loi 2014 restreignant l'IVG. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Ouvrons cette édition par de la politique. 10 communes réunies pour une conférence provinciale et c'est le son du rassemblement pour le MPP Pony. Les responsables provinciaux ont mis les militants au même niveau d'information en vue des prochaines échéances électorales. Nous voyons cela avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Le mouvement du peuple pour le progrès sonne le rassemblement de ses militants dans la province du Pony. À cette conférence provinciale, le MPP entend mobiliser ses troupes pour une victoire écrasante du parti aux prochaines élections. Le MPP se porte très bien, et comme vous l'aurez remarqué, à l'occasion de cette conférence provinciale. Les militants du MPP se doivent d'être très bien informés et outillés pour pouvoir présenter le bilan positif de notre candidat, le camarade Rochmar Christian Kaboré, qui depuis 4 ans, et comme vous le voyez, a mis en œuvre un certain nombre d'actions qui ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations, singulièrement des populations de la province du Pony. Au cours de cette conférence provinciale, une délégation du bureau politique national du MPP a partagé des informations avec l'ensemble des militants. Une appréciation de la situation sécuritaire et la situation nationale d'une manière générale, que ce soit sur le front social, la vie interne du parti. Au niveau national, comment nous sommes organisés et comment nous vivons, nous animons notre parti et naturellement au niveau provincial. Nous sommes dans une année 2020 qui est particulière, de grandes échéances et des défis électoraux et naturellement nous voulons avoir 20 sur 20. Avant le début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à l'endroit de toutes les victimes du terrorisme. Et pour les prochaines élections, justement, la voix de chaque citoyen compte. Sanctionner l'action des dirigeants par un vote pour ou un vote contre passe par l'obtention de la carte nationale d'identité. C'est en effet l'une des pièces retenues pour l'enrôlement biométrique sur la liste électorale. À Tinkodogo, le besoin de renouvellement de la CNIB s'estime à 32 000 exemplaires. Pour préparer l'opération du 20 février au 11 mars prochain, l'ONI était en concertation avec les acteurs locaux. Les détails avec Kounsounou Koulibaly et Tanga Kafandou. Ils sont des élus locaux, des partenaires au développement et des forces de défense et de sécurité à cette rencontre régionale de Tinkodogo sur l'opérationnalisation de la collecte massive des données pour l'établissement de la carte nationale d'identité burkinabé dans la région du centre-est. Avec la direction de l'Office national d'identification ONI, ils font le point de la situation des cartes d'identité qui sont expirées dans la région afin de s'accorder sur le calendrier pour le déploiement des équipes sur le terrain. Nous n'avons pas un problème de production, nous avons juste un problème de transmission des données au niveau central. Et nous travaillons à cela. Nous avons rencontré l'opérateur qui est chargé de transmettre les cartes d'identité dans les délais, notamment à la Sonapost. Nous travaillons de sorte à ce que
pour les opérations express, la transmission des données se fasse aussi de façon express. Pour le reste, de façon structurelle, nous allons aller, comme je l'ai annoncé, vers des antennes régionales qui permettront de rapprocher l'ONU des populations et de raccourcir les délais de transmission. Selon l'Office national d'identification, plus de 32 000 cartes d'identité expirent en 2020 dans la région du Centre-Est, et avec les acteurs locaux, une stratégie sera mise en place pour la réussite de l'opération de renouvellement des cartes. Il faudra que nous essayions de renforcer la capacité de nos états civils, puisque au niveau des états civils, et comme vous l'avez constaté, dans notre zone, rien n'est informatisé. Ça fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Les communes doivent impérativement déposer le plan au niveau des hauts commissaires au plus tard le 27 janvier. Et les hauts commissaires vont nous transmettre cette situation validée le 29 janvier pour que nous puissions acheminer au plus tard le 31 janvier à l'ONU. L'opération de collecte massive des données pour l'établissement des CNIB a commencé dans la région de l'Est et va s'étendre sur l'ensemble des régions du pays. Au Centre-Est, l'opération va se dérouler du 20 février au 11 mars 2020. La loi de finances pour l'exécution du budget 2020, quelles en sont les implications? La réponse est donnée par le cabinet Afrique juridique et fiscal conseil aux contribuables issus du monde des affaires. Ces derniers, depuis ce 24 janvier, ont cerné toutes les subtilités de la loi, notamment les nouvelles mesures fiscales. Les précisions avec Issaka Ouedraogo et Sanoua Christine Koulibaly. Tout ou presque sur les implications de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020. Ces partenaires de l'administration fiscale s'imprègnent non seulement de cette loi, mais prennent surtout connaissance des nouvelles mesures fiscales. De façon très synthétique, au niveau donc de l'UTS, il y a le relèvement du seuil d'exonération des indemnités de logement, de transport et de fonction. Et antérieurement, lorsque vous aviez une indemnité qui répondait à 20% de votre salaire brut, sans excéder par exemple 50 000 francs, et bien sûr vous étiez exonéré donc de cet impôt-là. Mais par contre, si vous avez une indemnité de plus de 50 000, indemnité de logement de plus de 50 000 francs, eh bien, le surplus est imposé à l'UTS. Ces nouvelles mesures visent plusieurs objectifs. Nous avons des mesures par exemple d'amélioration du rendement de l'impôt, et donc à ce niveau les modifications ont consisté par exemple à l'augmentation du taux de certains impôts. Je peux donner le cas de la taxe sur les tabacs, les cigarettes, et je peux donner l'exemple de la taxe sur les entreprises de télécommunications, et donc à ce niveau on a essayé d'élargir le champ d'application et on a augmenté le taux de cette taxe qui passe de 5% à 7%. Dans la forme, certaines procédures fiscales ont aussi été changées. La procédure par exemple de réclamation, en cas de redressement, les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir avoir l'écoute au niveau des impôts et pouvoir se justifier auprès de la Direction générale des impôts. Ça c'est très important pour nous. Ce séminaire est la bienvenue, ce qui nous permet à nous qui sommes les exécutants de pouvoir nous adapter. Et les initiateurs n'en entendent pas moins. Ces contribuables sont du reste invités à faire preuve de civisme fiscal afin de permettre à l'État de mieux faire face aux défis de l'heure au Burkina Faso. Et dans la même lignée, eux s'intéressent à la dynamisation du secteur des affaires dans la région de l'Est, trouver des solutions au non-respect des procédures administratives, à la lenteur et à la mauvaise exécution des marchés publics. Voilà qui réunit les acteurs du privé et du public. La rencontre initiée par la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et le réseau des jeunes entrepreneurs de l'Est est détaillée avec Seydou Nidjema et Aruna Mari. L'administration publique et le secteur privé de l'Est entament un dialogue direct pour l'essor de l'économie locale. Au centre des préoccupations, la gestion efficiente du circuit des marchés publics. Des goulots d'étranglement comme les lourdeurs administratives, les retards de réception des travaux et le paiement des factures constituent des entraves à la dynamisation et au développement du secteur privé. La présente rencontre a pour objectif essentiel d'examiner
d'examiner les préoccupations majeures du secteur privé, d'identifier les pistes de solutions afin de résoudre définitivement ces préoccupations, d'échanger sur la problématique des marchés mal exécutés et les retards d'exécution, d'échanger sur les retards de réception des travaux ainsi que de paiement. La rencontre voulue par la délégation consulaire et le réseau des jeunes entrepreneurs de l'Est va examiner les mécanismes pour améliorer le climat des affaires déjà affecté par le contexte sécuritaire. Je pense que cette rencontre qui est la première pourrait effectivement nous permettre de jeter les bases et aussi résoudre les questions qui peuvent être résolues. Et s'il y a des questions qu'on ne peut pas trouver de solutions ici, je pense qu'en collaboration effectivement avec le gouvernement et l'administration et la collectivité, on pourra effectivement dans un temps bref effectivement trouver ces solutions. Selon les acteurs, cette concertation est aussi un pas en avant pour la résolution à l'échelle locale des préoccupations issues des rencontres État-secteur privé. À l'issue des travaux, les deux parties entendent formuler des engagements pour l'émergence du secteur privé dans la région de l'Est. Et le secteur privé qui compte désormais une difficulté de moins avec la professionnalisation de la filière artisanale. Cela passe par l'identification et l'immatriculation qui permettront la mise en place d'une base de données fiable. Le projet est lancé ce matin à Ouagadougou et comporte plusieurs avantages que nous présente Maïmouna Traoré. Le Burkina Faso compte plus de 230 métiers d'artisanat et des milliers d'artisans y gagnent leur vie. Avec la carte professionnelle d'artisan, explique le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, leurs conditions de vie et de travail vont s'améliorer. D'abord, il y a la reconnaissance qu'il est artisan et qu'il exerce un métier qui est reconnu par la Chambre de métiers, donc qui est reconnu par l'État et qui est reconnu par l'espace UMOA. C'est déjà le premier avantage. La reconnaissance de ses pairs aussi, pour savoir qu'il est artisan dans tel domaine. Mais au-delà de cela, nous avons voulu aussi faire en sorte qu'il puisse avoir d'autres avantages qui puissent le permettre d'avoir des prestations qui vont dans le sens du professionnalisme. Alors donc, vous avez la formation professionnelle et aussi d'autres aspects qui concernent le domaine social, notamment les assurances. Là où il y a du manuel avec des outils et tous les risques d'accident que cela présente, il faut bien sûr qu'il y ait une assurance qui couvre. Et c'est donc dans notre rôle de proposer des solutions et qui commence avec l'individuel accident que nous avons proposé au profit de ces artisans-là. Le projet d'identification et d'immatriculation de masse des artisans est lancé. La phase pilote concerne les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. La Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso compte identifier au moins 200 000 artisans et établir plus de 150 000 cartes professionnelles. Il est très important que nous puissions mieux structurer ce secteur qui apporte considérablement au produit intérieur brut du Burkina Faso pour pouvoir mieux les suivre et développer de meilleures politiques pour pouvoir les accompagner davantage pour des résultats plus tangibles. Et donc cette immatriculation et identification permettra donc d'avoir des données fiables. Cette signature de convention entre la Poste Burkina Faso et la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso a pour objectif de faciliter l'accès des artisans aux différents services postaux. S'organiser et définir des actions efficaces pour les 3 années à venir, c'est la tâche qui incombe aux acteurs de la lutte contre le tabac. 48 heures de travaux dans la ville de Ouagadougou pour une utilisation judicieuse de la subvention 2019-2020. Oscar Soulama et Estelle Judith Assoba. Le tabagisme est aujourd'hui à l'origine d'environ 71% des cancers de poumons, 42% des maladies respiratoires chroniques et 10% des décès dus aux maladies cardiovasculaires. Ces chiffres sont de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et selon toujours cette organisation, le tabagisme s'étend rapidement sur le continent africain. Pour ces acteurs de la lutte anti-tabac ici réunis, l'heure est grave. Il faut agir vite et bien. Dans cet engagement, ils bénéficient d'une subvention phase 3 pour la période 2019-2022. Alors, dans notre dynamique de lutte anti-tabac, nous avons pu bénéficier d'une subvention de la part de la Fondation Bill et Melinda Gates avec l'accompagnement technique du centre
de lutte anti-tabac en Afrique afin de pouvoir manager davantage le problème du tabac au Burkina Faso, mais avoir plus d'informations et organiser la mise en œuvre de cette subvention-là. Donc c'est pour faire en sorte que les acteurs soient au même niveau d'information et qu'avec les membres du Comité national contre le tabac, mais également les organisations de la société civile qui luttent contre le tabagisme puissent ensemble s'accorder et pouvoir mettre en œuvre le mécanisme de cette subvention. Cette subvention vise à favoriser la durabilité et devrait permettre aux États africains d'intégrer la lutte anti-tabac dans leur programme de développement national. L'objectif est de stimuler le financement national. Et le risque pour la santé est d'autant plus élevé que certains produits sont le fait d'activités de contrebande. De la cigarette et de la drogue de plus de 50 millions ont été saisis par la douane et la police lors des différentes sorties terrain. Ces produits ont été incinérés ce 24 janvier à Bobo Dioulasso. Occasion pour les autorités d'en appeler à l'implication de tous pour stopper le phénomène de la contrebande. Le témoignage de Siriki Milogo et Karim Sissé. Environ 8 tonnes de produits prohibés, en majorité du cannabis, c'est le butin de plusieurs opérations menées par les services de douane, de la police et de la gendarmerie de Haut-Bassin. Une quantité d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. À travers cette incinération, il s'agit pour ces agents de réaffirmer leur engagement dans la lutte contre la contrebande. Aujourd'hui, les trafiquants ne reculent jamais devant rien. Nous avons une bande de criminels de la sous-région qui envahissent les communautés, qui détruisent les vies. Et nous sommes aujourd'hui obligés de resserrer les rangs. Cette activité se tient en marge de la célébration de la journée mondiale de la douane. La contrebande, on le sait, est l'un des phénomènes qui fragilisent nos unités industrielles et nuit à la santé des populations. Il faut donc la combattre par tous les moyens. Vous voyez ce qu'il y a ici ce matin. Quand vous regardez ça, ça donne la chair de poule. Les criminels, ils utilisent leur ingéniosité pour détruire. Et nous devons aller de là. Nous devons chercher par tous les moyens à contrer la montée de la criminalité dans notre pays, dans la sous-région. Au dire du directeur régional des douanes de l'Ouest du Burkina Faso, cette opération a été une réussite grâce à la collaboration de la population. Ousseni Touré demande encore plus de collaboration entre ces éléments et la population. Une collaboration qui permettrait de traquer les contrebandiers dans les moindres recoins du Faso. Autre point de l'actualité, la protection des défenseurs des droits humains dans un contexte d'insécurité. La question est abordée par la Commission nationale des droits humains et de son défenseur de la cause. C'était à l'occasion d'un forum tenu les 23 et 24 janvier à Ouagadougou. Les réflexions ont abouti à des recommandations que nous résument Roger Bemamba et Béléman Nestor Toui. Le rôle, la mission et la protection des défenseurs des droits humains dans un contexte de crise sécuritaire. Voilà la thématique au centre des discussions entre ces acteurs venus de 45 provinces du Burkina. 2 jours de réflexion qui ont permis d'aboutir à des recommandations à l'endroit de l'État et de la Commission nationale ainsi que de ses partenaires. À l'État de prendre toutes les mesures conformes aux obligations découlant des textes universels, régionaux et nationaux des droits humains pour faire cesser les attaques contre les populations et les forces de défense et de sécurité. À la Commission nationale des droits humains d'institutionnaliser ce forum qui offre un cadre de concertation aux acteurs, d'accélérer le processus de mise en place du mécanisme d'alerte pour la protection des défenseurs des droits humains. Exhortons les partenaires techniques et financiers à poursuivre leur soutien à la Commission nationale des droits humains et aux organisations de défense des droits humains. Un comité sera mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ces différentes recommandations, tout en réitérant leur soutien et encouragement aux forces de défense et de sécurité. Les défenseurs des droits humains s'engagent à exercer avec professionnalisme leur mission de promotion et de protection des droits humains au Burkina Faso. 6 salles de classe équipées, un bureau de directeur, de latrines et un forage. C'est la réponse des engagements nationaux à la requête du village de Goupana dans la commune de Pabré. L'inauguration est intervenue le 21 janvier dernier en présence de plusieurs autorités politiques. Salif Belem et Béléman Nestor Toui.
C'est une joie légitime qui anime aujourd'hui les populations de Goupana dans la commune rurale de Pabri. Pour cause, elles bénéficient d'une école de 6 classes entièrement équipée pour la scolarisation de leurs enfants. Vraiment, je suis très heureuse ce matin pour ce cadeau qu'on nous a offert et je demande à Dieu de bénir nos parents et tous nos acteurs. Bien entretenir cette infrastructure, nous le savons tous, une chose est de bénéficier d'un bien précieux, mais une autre chose est d'en faire un bon usage et surtout, envoyer les enfants à l'école et à bonne date. Au-delà de ces infrastructures scolaires, c'est aussi du matériel sanitaire pour les besoins de soins des populations qui sont ainsi comblés. C'est une demande des populations et c'est la réponse du président du FASO à travers les engagements nationaux et les programmes d'urgence. Et on voudrait, en venant ici, et continuer à rappeler aux populations que nous sommes tous engagés pour le développement, chacun devant jouer sa partition pour que nous continuions à apporter chaque jour des réponses appropriées aux préoccupations des populations. La réalisation de ces infrastructures par le secrétariat permanent des engagements nationaux est aussi le fruit de la coopération entre l'État burkinabé et la République populaire de Chine. Elles ont coûté la somme de 80 millions de francs CFA. Mémoire d'un ancien chef d'État, Jean-Baptiste Ouédraogo, publie sa part de vérité sur les temps de la Révolution. L'ouvrage de 257 pages est un témoignage de la période de 1982 à 1984. Il se veut, selon l'auteur, une contribution à l'écriture de l'histoire du Burkina Faso. La dédicace de l'œuvre s'est faite devant plusieurs figures politiques, comme nous le constatons dans ces images de Roger Bamamba et Caroline Ouari. Hormis Blaise Compaoré et Thomas Sankara, la majorité des acteurs clés des révolutions de la Haute-Volta au Burkina Faso sont présents dans cette salle. Une salle comble pour entendre la part de vérité de l'un des présidents de la Haute-Volta, son Excellence, M. Jean-Baptiste Ouédraogo. Ma part de vérité du titre de l'ouvrage est un témoignage vivant des faits militaro-politiques du Burkina du temps des révolutions, des coups d'État pour certains. En 260 pages, l'auteur rend témoignage pour le présent et pour la postérité, un devoir de mémoire comme il le décrit lui-même. À la question de savoir pourquoi avoir laissé passer 40 ans avant de publier telle vérité, l'ancien président de la République s'explique. J'avais face à moi le devoir de réserve. Je devais le respecter. Ça, c'est le premier point et tout le monde le comprend. Le deuxième point, c'est que je me préoccupais de ma propre réinsertion sociale. Comme vous le savez, j'ai beaucoup souffert de beaucoup d'événements et il fallait absolument que je reconstruise ma propre vie. Une part de vérité servie à tous, détracteurs comme partisans, voire adulateurs de Thomas Sankara compris. Jean-Hubert Bazier, parmi les premiers à apprécier ce livre, qui ne caresse pas Thomas Sankara dans le sens du poil, ne contredit pas l'auteur cependant. Bien au contraire, il salue l'œuvre et son auteur. Jean de Dieu Somda, le colonel Jean-Claude Odile Nakoulma, tout comme l'ancien président, partagent un bout de l'histoire de la Haute-Volta contenu dans cette œuvre qui s'arrache déjà à sa dédicace. Et à l'époque, quand j'avais l'idée, moi je ne suis qu'un petit maître assistant d'université qui n'a jamais fait de politique. Comment je vais me retrouver dans ça? Et il m'avait dit, tu sais, Odile, la Haute-Volta nous appartient à tous. Et de cela, que ce que nous en ferons, toi, tu dois aussi apporter ta contribution à la construction de notre pays. Le temps a manqué aux organisateurs de la cérémonie de dédicace. Certains témoins sont priés de faire plus bref. Le public n'a pu intervenir comme prévu pour dire à quel point le livre cristallise. À la demande d'une témoin de ce pan de l'histoire relatée, de reprendre le livre pour y insérer certains faits, le président Jean-Baptiste Ouédraogo, sourire en coin, annonce le second tome de son œuvre.
Et dans un autre registre, il faut prendre en compte la variable démographique dans le développement économique du Burkina. La préoccupation est portée par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina. Venus des 13 régions, ils sont en formation sur des questions liées au développement. Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. De par leurs multiples actions de plaidoyer et de conscientisation, les leaders religieux auront largement contribué à des changements positifs de comportement. Fort de ces succès, ils se sont engagés à la promotion de la santé, de la reproduction et à établir le lien entre islam et dividendes démographiques. Près de 60% de la population qui a moins de 25 ans. Donc il faut que nous travaillions à regarder, à prendre en compte la dimension démographique dans tous nos programmes de développement. L'islam et les défis du dividende démographique est le thème de la concertation. La planification familiale, l'éducation des filles et bien d'autres sujets en rapport avec la santé seront donc au centre des échanges. Nous avons voulu que des éminentes personnalités, donc des professeurs de l'Université islamique d'Égypte, puissent venir échanger avec les imams, avec les praticiens de la religion musulmane au niveau de notre pays et pouvoir partager avec eux donc des réflexions sur les liens entre l'islam et les questions de dividendes démographiques, les liens entre l'islam et les questions de développement de croissance économique dans nos différents pays. Lors des débats, les participants discuteront sur la contribution des femmes et des jeunes au développement en lien avec les valeurs islamiques. L'islam en tant que valeur pour consolider la cohésion sociale sera surtout au centre de la réflexion. Nous partons pour Bobo Dioulasso avec la pratique sportive qui se féminise de plus en plus. Elles sont de plus en plus nombreuses à se donner du temps, individuellement ou en groupe, pour des activités sportives. Maintenir son poids, en perdre, répondre à une prescription médicale ou satisfaire un besoin de bien-être. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cet état de fait. Mais attention, selon les spécialistes, le sport seul ne suffirait pas. Il faut aussi être soyeux dans l'alimentation. Drissa Traoré et Mireille Carole Tougma ont fait le constat ce 24 janvier à la faveur de la Journée internationale du sport féminin. En tenue de sport ou en robe, au pas de course, à la marche ou avec des équipements de sport, elles sont de plus en plus nombreuses à arpenter les artères de la ville de Bobo Dioulasso les soirs pour leur sport quotidien. Elles s'y mettent qui pour perdre du poids, qui pour des raisons de santé ou pour tout simplement maintenir la forme. Et c'est tout essoufflé qu'elles nous parlent de leurs activités physiques. Le sport donne la santé. Et bon, comme on travaille, moi je travaille au port sec. Toute la journée on est assise. Il faut bouger. Et moi je suis dedans, ça vaut plus de 10 ans. Ah oui, ça vaut plus de 10 ans. Tandis comme ça à 57 ans. Voilà, les maux de pied, les maux de dos, j'en connais pas. Ce qui me motive, comme je fais la tension, hypertension, donc on m'a conseillé de marcher souvent et de courir un peu. Vraiment, je me sens bien. Puisque avec l'âge, j'avais pris du poids. Maintenant, là, ça va. Quand je fais comme ça, là, je marche pieds nus. La nuit, c'est normal. Et quand je prends ma tension, je vois que ça va. Au fait, c'est pour la perte de poids. Bon, c'est bon pour le corps. Bon, on essaie de tenir. On a commencé hier, on essaie de tenir. Certaines donc ne lésinent pas sur les moyens pour tabasser les kilos en plus. Pour les spécialistes de la santé, la pratique du sport de façon régulière est fortement recommandée. Les recommandations de l'OMS veulent que nous fassions pour les personnes âgées de 5 à 17 ans 60 minutes par jour. Pour les personnes âgées de 18 à 64 ans, ça fait 150 minutes par semaine, soit environ entre 20 à 30 minutes minimum par jour.
Ces derniers temps, en tout cas, on assiste vraiment à une hausse des femmes qui viennent ici. Quand après 2-3 accouchements, on se rend compte qu'elles ont pris du poids. Donc automatiquement, elles viennent déjà commencer à faire du sport pour pouvoir perdre toutes ces facultés, la graisse cumulée durant la grossesse là. Mais attention, pour un corps sain, le sport seul ne suffit pas. Il faut joindre un régime alimentaire équilibré. Les gens font beaucoup d'erreurs en se disant que faire du sport, ça permet de perdre rapidement le poids. Au contraire, ça maintient le poids de femme, ça donne la musculature, ça développe les muscles de l'homme. Et donc, faire du sport, ça ne suffit pas pour perdre du poids. Ce qui permet de perdre du poids, c'est l'aliment. Parce que là, 80% du surpoids qu'on a, c'est dû à ce que nous on consomme beaucoup. Et qu'il n'y a que 15% qui peut permettre, le sport peut permettre de diminuer le poids. Alors manger moins gras, moins sucré, moins salé, tout en bougeant beaucoup, c'est là les secrets d'une vie en mieux. Avis donc à toutes celles qui hésitent encore. Or, de chez nous, un troisième cas de coronavirus chinois a été confirmé en France. Les premiers avérés en Europe, 2 sont hospitalisés à Paris et le troisième à Bordeaux. Au total, depuis décembre, près de 1300 personnes ont été contaminées, pour l'essentiel en Chine, et 41 décédées. 3 cas du coronavirus chinois ont été confirmés en France vendredi soir. 2 de ces patients sont hospitalisés à Paris à l'hôpital Bichat, le troisième à Bordeaux. Il s'agit des premiers cas répertoriés en Europe. Les 3 patients, dont 2 au moins reviennent de Chine, ont été placés à l'isolement. Le coronavirus apparu en Chine dans la ville de Wuhan s'est propagé à d'autres pays d'Asie ainsi qu'aux États-Unis. Nous allons mettre tout en œuvre aujourd'hui pour circonscrire cette épidémie, sachant qu'il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres cas repérés aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres cas qui circulent. En Chine, Wuhan ressemble à une ville fantôme. La cité de 11 millions d'habitants est en quarantaine depuis jeudi. Il n'est plus possible d'en sortir ni d'y pénétrer. 450 médecins et membres du personnel médical de l'armée populaire de libération sont toutefois arrivés à Wuhan pour participer à la lutte contre l'épidémie. En fait, je ne panique pas, j'éviterai juste de sortir pour quelques jours. Comme la ville est à l'isolement, on peut dire que la situation est assez sérieuse. Nous devons mener notre routine, acheter de la nourriture. Depuis décembre, le coronavirus a contaminé près de 1300 personnes et fait 41 morts dans toute la Chine. La quasi-totalité des victimes ont succombé à Wuhan ou dans sa province. Pour l'instant, l'OMS juge qu'il est trop tôt pour parler d'urgence de santé publique internationale. Signal fort donné par Donald Trump aux conservateurs. Le oui à l'IVG d'il y a 20 ans devient un non, et pour le marquer, le président bat le pavé. Les enfants à naître n'ont jamais eu de défenseur aussi fervent à la Maison-Blanche, a-t-il déclaré en participant à la marche anti-avortement. C'est un signal de plus que Donald Trump a voulu adresser à son électorat conservateur, les yeux rivés vers le scrutin de novembre. Après avoir verrouillé la Cour suprême avec la nomination de 2 juges hostiles à l'IVG, le locataire de la Maison-Blanche est devenu le premier président américain à participer à une marche anti-avortement ce vendredi à Washington, pendant que les sénateurs poursuivaient les débats sur son procès en destitution. Les enfants à naître n'ont jamais eu de défenseur aussi fervent à la Maison-Blanche. Lorsqu'il s'agit d'avortement, vous le savez, et vous avez vu ce qui s'est passé, les démocrates ont adopté les positions les plus radicales et les plus extrêmes, comme on n'en avait pas vu dans ce pays depuis des années, des décennies et même depuis des siècles. Il y a 20 ans, le milliardaire américain se disait pourtant favorable au droit à l'avortement. Désormais, les regards sont tournés vers les magistrats de la Cour suprême qui devront se prononcer en mars sur une loi adoptée en Louisiane en 2014 qui restreint l'accès à l'IVG.
C'est avec une note triste que nous allons refermer cette édition. Collègues et amis, c'est à la fleur de l'âge que Michael Djigembe s'est éteint dans la nuit de ce 24 janvier des suites de maladie. Précédemment caméraman et réalisateur, il était agent à la direction commerciale et marketing de la RTB. Dans ces douloureuses circonstances, nos pensées vont à sa famille et à ses collaborateurs. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant.